Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Il est 19h, tout de suite le sommaire de votre journal. Les dernières pluies du baume au cœur pour les professionnels de la terre, l'espoir d'une bonne récolte est permis, surtout pour les cultures printanières. Nous suivrons un reportage sur le tournesol dans l'exploitation de Ain Jma, province de Meknès. Au menu également de votre journal, l'extraordinaire aventure sportive de notre concitoyen Hassan Baraka. Il vient de relever un nouveau challenge au pôle Nord. En nage libre ou alors en nage chronométré, l'homme de tous les possibles ne cesse de briller. Nous suivrons les coulisses de son périple, ses réactions dans la foulée de l'épreuve et un entretien avec lui en direct depuis la Norvège. Et en fin de journal, nous irons à Marrakech pour vous montrer le nouveau visage de l'Amdelsa Ibn Youssef. Elle vient de rouvrir ses portes aux visiteurs après plusieurs années de travaux de réhabilitation. Bonsoir, il a plu ces 2 derniers jours dans plusieurs provinces du royaume. Entre hier 6h du matin et ce mercredi matin, 34 mm ont été relevés à Tétouan, 24 à Al-Husseima, 16 mm à Mohamedia, 15 à Sidi Slimane, 13 à Ben Slimane et Rabat Salé, 12 à Meknès, 11 mm à Tit Millil, 10 mm à Oujda et Rabat, 8 mm à Casablanca, Ifran et Fez, 6 à Taourir et 6 également à Kenitra et Kholibga, et moins de 5 mm à Al-Arayesh, Nouassar, El Jadida, Stat, Rachidia, Nador, Safi et Taza. Ces dernières pluies sont bienfaitrices, voire salvatrices d'une saison agricole fortement impactée par le déficit pluviométrique. Des précipitations qui ravivent l'espoir des professionnels de la terre. Plusieurs filières promettent en tout cas une bonne récolte, notamment les cultures printanières. Exemple tout de suite dans un reportage tourné dans une exploitation consacrée au tournesol dans la province de Meknès. Brahim El Ghouti, Zakaria Moqimbillah et Nisri El Hamdawi. Des fleurs de tournesol aux coloris éclatants, en bonne voie vers la maturité. Les tiges tirent également vers le haut, preuve de la bonne santé des plantes. Dans cette exploitation de Ain Jma dans la province de Meknès, les dernières pluies donnent un coup de boost aux cultures. Les dernières précipitations ont un impact positif sur le tournesol et le pois chiche. C'est le cas dans les plantes sont en pleine croissance. Nous sommes contents de ces pluies, même si elles sont un peu tardives. Elles sont bénéfiques aux cultures printanières. Dans la province de Meknès, les pluies ont totalisé 270 mm. Une véritable bouffée d'oxygène pour les cultures printanières. Les agriculteurs gardent l'espoir d'une bonne récolte. Au début de la période de semis, les agriculteurs se sont interrogés sur l'opportunité de planter du tournesol. Malgré la rareté des pluies à l'époque, nous avons encouragé les agriculteurs à opter pour cette culture. Le semis direct est adopté sur 150 hectares. Les résultats sont très positifs. Cultivée pour ses graines riches en huile, la fleur du soleil est avec le colza et l'olivier l'une des 3 sources principales d'huile alimentaire. Facile à entretenir et peu exigeante, cette variété est plantée sur plus de 4500 hectares dans la province de Meknès. Un mot d'économie en plus bref. Notez que le déficit commercial du Maroc se creuse de 42,9% à fin mars dernier par rapport à la même période de l'année dernière. Il est désormais de moins de 65,57 milliards de dirhams. Selon les précisions de l'Office d'échange, la facture énergétique a également augmenté de 87,3%. Les importations ont atteint plus de 165 milliards de dirhams au titre des 3 premiers mois de cette année, ce qui fait perdre 2,4 points au taux de couverture qui s'établit donc à 60,4%.
L'action humanitaire du Maroc en Afrique est un pilier fondamental de la politique africaine du Royaume du Maroc. La déclaration émane de l'ambassadeur représentant permanent du Royaume auprès de l'Union africaine. Le diplomate marocain intervenait à Addis Abeba lors d'une réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Mohamed Arouchi, qui conduit la délégation marocaine à cette réunion qui intervenait en perspective du sommet extraordinaire humanitaire de Malabo, prévu à la fin de ce mois-ci, a aussi souligné que la solidarité agissante et de longue date qui guide l'action humanitaire du Maroc depuis son indépendance a été démontrée dans le contexte de la pandémie du Covid-19 à travers l'acheminement de l'aide médicale dans le cadre de la coopération Sud-Sud. On quitte le continent africain, direction le pôle Nord pour vous parler d'un sportif marocain pas comme les autres. J'ai nommé le jeune nageur marocain Hassan Baraka. L'homme de tous les challenges vient de participer en Norvège à une compétition internationale d'ice swimming et il a brillé de mille feux là où il fait extrêmement froid. Nisri El Hamdaoui nous plonge tout de suite dans les coulisses de cette traversée, de la traversée de celui qui n'a jamais peur du froid. Regardons. Il s'est lancé un défi de haut vol et il l'a relevé avec brio et courage. Hassan Baraka, 35 ans, a réalisé l'exploit de nager dans les eaux glacées du pôle Nord. On va nager Svalbard, Longyearbyen, North Pole. Sans combinaison, l'homme a bravé le froid polaire et a pu parcourir 500 mètres en nage dans des conditions extrêmes. Une eau à -1 degré. Ready, go. Une vraie prouesse qui glace le sang, mais qui remplit le cœur de fierté. Le voici à quelques heures du challenge. Après avoir mis son corps à rude épreuve, Hassan Baraka continue de ressentir l'effet de l'hypothermie. Le plus difficile, ça a été les mains. Les mains elles ont congelé parce qu'en fait, quand on sort les mains de l'eau, les mains se congèlent. Et j'ai eu du mal à les récupérer. Là, ça va. Les pieds, j'ai pas eu de soucis. Cette expédition de Norvège a rassemblé des nageurs triés sur le volet, venant des 4 coins de la planète. Hassan Baraka, le plus jeune nageur parmi eux, a toute sa place dans ce club fermé des recordman et women. Sa joie est immense, son rêve a été exaucé. Après l'effort, le nageur marocain remonte à la surface, les yeux brillants de fierté. Celle qui anime les grands champions qui ont la passion et une cause jusqu'au bout des bras. Donc j'ai nagé 500 mètres, principalement parce que c'est la première fois que j'étais confronté à une eau à -1 degré. Comme vous le savez, nos liquides corporels, eux, gèlent à 0. Et pendant toute la nage, je ressentais mes doigts gonfler, un par un, comme si ça allait exploser. Je suis vraiment très content d'avoir pu lever le drapeau du pays, d'envoyer ce fort message de protection de l'environnement et faire prendre conscience du réchauffement climatique, d'envoyer vraiment ce message de dépassement de soi à toute la jeunesse. Cet exploit mondial vient s'ajouter à un palmarès déjà bien fourni avec la traversée à la nage des détroits du Bosphore et de Gibraltar. Le drapeau marocain en bandoulière, Hassan Baraka trace son chemin comme un poisson dans l'eau. Et depuis le pôle Nord, plus exactement l'archipel norvégien de Svalbard, dans l'océan Arctique, Hassan Baraka nous rejoint tout de suite via Skype. Si Hassan, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation malgré la fatigue des dernières heures et des moments intenses et éprouvants. Hassan, vous excellez dans les eaux froides, très froides même. D'abord, pourquoi cette préférence pour les Ice Challenge, c'est cela? D'où vous vient plus exactement cet amour des sensations extrêmes dans ces environnements particuliers? Bonsoir Nesseline, merci pour l'invitation. Principalement, j'ai toujours recherché à me dépasser, à rechercher mes limites, que ce soit à travers les premiers Ironman que j'ai fait, les Ultraman, les traversées. Mais en natation au glacier, j'ai retrouvé une connexion extraordinaire avec la nature. On se sent vraiment en symbiose avec tous les éléments et c'est ce qui a fait aussi la réussite de cette nage très difficile à -1 degré. Au jour d'aujourd'hui où je vous parle, ça fait déjà plus de 24 heures que j'ai réalisé ces 500 mètres à -1 degré et j'ai pas encore de sensation. Donc au bout de mes doigts. Et en fait, on se sent tellement connecté qu'on se sent vraiment sur une autre planète et ça nous donne vraiment
un sens à la vie et le pourquoi on est ici. Et il vous faut combien de temps pour récupérer ? Écoutez, les 7 nageurs qui ont fait 1000 mètres et qui avaient fait ça au pôle Sud il y a 3 ans ont passé plusieurs mois pour récupérer les sensations parce que le système nerveux est touché. Donc moi, je suis parti sur le 500 mètres. On était 4 nageurs. Je suis le seul à l'avoir fini. Et c'est pour ça que j'ai eu cette médaille, donc d'avoir gagné les 500 mètres. Et donc c'est une fierté. J'espère pouvoir les récupérer d'ici la fin du mois. Voilà, les sensibilités. Félicitations et merci de l'avoir arboré fièrement devant votre caméra pour partager cette joie et cette fierté avec nos téléspectateurs. Hassan, relever ce genre de challenge, ce n'est pas du tout évident. C'est beaucoup de préparation physique et aussi mentale. Comment vous y prenez? Et une fois sous l'eau, on va dire, le jour J, quelle est votre source de motivation? À quoi vous pensez exactement pour braver le froid glacial, surmonter la peur d'être peut-être attaqué par un animal polaire et pour tenir jusqu'au bout pendant cette traversée? Alors c'est très simple, je me prépare déjà depuis plusieurs années, mais là plusieurs mois concrètement pour cette traversée-là ici en plein de Svalbard, ici en pôle Nord. Déjà, je fais de natation en eau glacée, je fais de l'immersion, mais aussi je fais beaucoup de respiration, beaucoup d'ancrage, beaucoup de visualisation. Ça m'aide beaucoup. Et puis aussi, lorsque je suis dans l'eau, moi ma source de motivation, ça reste toujours mon fils. Je me dis toujours que j'espère être son héros pour qu'il puisse être encore mieux que moi et me dépasser, chose que j'en suis très conscient et j'essaye juste d'être source d'inspiration, que ce soit pour lui, mais aussi pour motiver toute personne qui a un rêve de lutter pour essayer de l'obtenir, parce que finalement, tout est dans la tête et on ne connaît pas la potentialité, on se contente à notre matière, à notre corps physique, alors qu'en fait, on est plus que ça. Et on est un avec l'univers. Voilà. Vous avez évoqué votre fils et on va justement en parler puisqu'il était très présent dans vos pensées pendant ce dernier challenge. Pour ce genre de compétition, déjà rappelons-le, il y a des règles à suivre, des règles très strictes. Hassan Baraka, il est interdit de faire une coulée, d'immerger sa tête pendant l'épreuve ou encore de faire un plongeon au départ car on ne badine pas avec la sécurité du nageur. Mais il y a aussi des règles que le nageur peut se fixer lui-même spontanément selon, on va dire, ses propres limites car il y va de sa vie. Vous avez vécu ce moment spécial, vous avez pensé pendant un moment très décisif et très émouvant à votre fils, racontez-nous. Très simplement, moi je suis venu ici avec l'optique de nager 1000 mètres, mais lorsque j'ai fait les premières séances d'entraînement, les premiers jours, j'ai décidé de prendre part aux 500 mètres, c'est-à-dire que la veille de la compétition, j'ai informé donc le directeur de course et le président de l'association internationale que je participerai aux 500 mètres pour éviter surtout donc de me retrouver avec des dommages de mon système nerveux qui allait m'éviter particulièrement assister à l'anniversaire de mon fils qui a lieu ce mois. Et donc il faut savoir avoir des limites à tout et je pense que ça a été ma plus grande victoire. J'ai préféré réussir la victoire du 500 mètres plutôt que de devoir être évacué par le médecin sur le 1000 mètres, parce que comme je vous dis, nager à 0 degré, je sais faire, mais du moins 1, c'est autre chose, parce que le liquide corporel gèle et voilà, c'est vraiment extrême, voilà. Mais c'est quand même une fierté pour moi de faire partie de ces 15 nageurs au monde, avoir nagé, bravé les eaux du pôle Nord et d'avoir nagé des distances aussi longues. Voilà. Donc l'amour des sensations extrêmes, la folle passion, mais aussi du pragmatisme et de la raison. Finalement, c'est ça. Il y a 5 ans, quand j'avais pas mon fils, je l'aurais peut-être pas fait. Mais là, il y a des priorités dans la vie. Mais ça n'empêche que l'on peut continuer, réussir son challenge et lever haut le drapeau du pays, chose qui me rend très fier. Sagesse et fierté et un parcours qui inspire plusieurs générations. Merci beaucoup au jeune Hassan Baraka, en direct donc depuis la Norvège. Merci beaucoup. Merci. Parlons à présent d'un sport qui donne aussi des sensations tout aussi palpitantes. Je vous parle du surf. La première étape de la Junior Pro Morocco Mall est organisée à Casablanca avec la participation de plus de 100 surfeurs de 15 pays. Cette compétition internationale se déroule jusqu'au 8 de ce mois-ci à la plage de Ain Diab à Casablanca. 18 surfeurs marocains y prennent part, ne leur souhaitant de bonnes vagues et un vent porteur de beaucoup de succès.
Retour au Maroc et cap, restant au Maroc, nous étions à Casablanca et cap sur Marrakech. Après plusieurs années de travaux de restauration, la Médersa Ibn Youssef rouvre ses portes aux visiteurs à partir d'aujourd'hui. Située au cœur de l'ancienne Médina, cette école coranique est un joyau de l'architecture saadienne. L'école demeure le témoin d'un savoir-faire ancestral et millénaire et d'une riche histoire. Amina Allah, Mu'tasim Billah, le Bouazaoui et Mohamed El Shkar. Elle fut une école coranique, une médersa, une mosquée et une université. Bref, un pôle de savoir qui date d'il y a 5 siècles. L'édification de cette université remonte à l'ère des dynasties des Almoravides et des Almohades avec la construction de la mosquée Ibn Youssef, noyau de cette médersa. L'école Ibn Youssef accueillait 4 siècles durant jusqu'à 900 étudiants du Maroc, de l'Andalousie et d'autres contrées. Elle est l'un des sites de patrimoine les plus visités, particulièrement par des touristes avertis, des habitués. Nous savons que c'est une université qui date de 1572 pour des étudiants marocains et voilà, donc le cadre est superbe pour cette université et voilà, on vient visiter à nouveau pour voir les restaurations. L'entrée de la Médersa Ibn Youssef donne sur un long couloir décoré de mosaïques et de poutres sculptées. Le tout, aujourd'hui, merveilleusement restauré. On est déjà venu ici, en fait, dans cet établissement, il y a une dizaine d'années, qui était complètement différent. Là, c'est vraiment quelque chose qui est extraordinairement bien fait. La Médersa Ibn Youssef retrouve aujourd'hui sa splendeur. Elle rouvre ses portes aux visiteurs. Elle est l'un des plus beaux monuments historiques de l'art islamique. On voit la maîtrise et l'œuvre que vous seul avez la possibilité de faire. C'est vraiment joli, vraiment bien. Moi, j'ai fait des études d'histoire, donc j'aime beaucoup le patrimoine, tout ce qui est décoration. Ça nous fait penser un petit peu. Nous, on avait fait aussi Séville et l'Alhambra, et on aime beaucoup toute cette architecture. Le Maroc est le pays musulman qui compte le plus de médersa, dont celle-ci, Ibn Youssef. Centre de savoir où était enseignée la théologie, mais aussi l'astronomie, la médecine et les mathématiques, entre autres. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.